Jusqu'à maintenant, on s'est préoccupé d'une donnée et de sa variabilité, et éventuellement une donnée qui était soit unidimensionnelle, soit bidimensionnelle. Maintenant, nous allons plutôt nous occuper de fonctions de toutes les données, et ceci à travers un échantillon qui sera soit aléatoire, tel qu'on l'avait défini, soit non aléatoire, comme on va le voir au cours de cette leçon. Donc, cette leçon va se préoccuper de distribution d'échantillonnage. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par une petite introduction, puis par la suite prendre une fonction particulière des données. Donc on parlera de distribution de la moyenne d'un échantillon, et par la suite nous allons parler de distribution asymptotique de la moyenne d'un échantillon. Donc le mot asymptotique ici se réfère à une taille d'échantillon qui est assez élevée. Donc nous allons voir comment on peut obtenir la distribution de la moyenne d'un échantillon quand la taille de l'échantillon est suffisamment élevée. Puis par la suite, nous allons regarder quelques distributions basées sur la distribution normale telle qu'on l'avait promis à un moment donné dans ce cours. Donc il est temps maintenant d'en parler. Alors, l'introduction. Dans une population, on prend un échantillon de n individus sur lequel on observe une certaine caractéristique. Sans spécifier la caractéristique, je crois que maintenant on a l'habitude, ça pourrait être une maladie à détecter chez ces individus-là, ça peut être la taille des individus, ça peut être le poids, et ça peut être pas mal de possibilités. Donc ici, on reste général à ce niveau-là et on parle d'une caractéristique quelconque sans vraiment la spécifier pour le moment. Alors, si M1, M2 jusqu'à Mn sont les valeurs observées, obtenues, on sait que chaque MI varie d'un échantillon à l'autre. Ça, c'est déjà quelque chose dont on s'est préoccupé pas mal de temps et à laquelle nous avions essayé de donner des réponses. Ce sont ces variations que nous avions essayé de décrire à travers un modèle de probabilité. Donc, c'est déjà fait. Et donc, il suffit maintenant de l'observer pour voir un petit peu quelles sont les répercussions de cette variation sur ce qui va suivre. Alors, si maintenant on considère une fonction de ces valeurs observées, du genre leur moyenne notée M indice grand M, ou leur variance déjà définie notée S carré, il est évident que ces quantités varient aussi d'un échantillon à l'autre. C'est tout à fait normal, puisque chaque observation varie, et puisque M indice M, c'est la moyenne des observations, et S carré, c'est la variance de ces observations, de manière évidente, ils vont changer d'un échantillon à l'autre. Et donc, l'introduction de modèles de probabilité qui régissent ces variations est aussi d'intérêt. Alors, ici, non seulement on se préoccupe d'un modèle de proba pour une donnée, mais là, carrément, pour une fonction de toutes les données, pour essayer de cerner la façon avec laquelle ces fonctions varient d'un échantillon à l'autre. Le modèle sera basé sur la structure de la population et sur la méthode d'échantillonnage. Donc, si pour une observation, la distribution a été basée essentiellement sur la structure de la population. Par exemple, quand on avait parlé de l'urne à 7 boules, c'était cette structure qui nous permettait de déterminer le modèle pour voir comment une observation, une donnée, varie d'une expérience à l'autre. Maintenant, puisque nous n'allons pas traiter une seule observation, mais plutôt une fonction de toutes les observations, non seulement la distribution va dépendre de la population dont viennent ces observations, mais en même temps de la façon avec laquelle nous avions sélectionné ces observations ou ces individus à partir de la population.
Alors, distribution de la moyenne d'un échantillon. Donc, je crois que la moyenne, comme fonction des observations, sera la vedette en statistique des fonctions des observations qu'on rencontre le plus souvent. Et c'est pour ça qu'on va lui donner un peu plus d'importance que d'autres fonctions des observations. Alors, un exemple avec lequel on est déjà familier, on revient à l'urne à 3 boules rouges et 4 boules noires. On décide de faire 5 tirages successifs. On distinguera le cas avec remise et celui sans remise. Donc, vous voyez déjà dans cet exemple que nous parlons de l'urne avec le nombre de boules qu'il y a dedans, en distinguant entre les couleurs rouges et noires. Donc voilà la structure de l'urne, mais on parle aussi de la façon dont on sélectionne ces boules à partir de cette urne. Donc on va distinguer le cas avec remise et le cas sans remise. Donc structure de l'urne plus méthode d'échantillonnage. Alors, premier cas, tirage avec remise. On définit 5 variables aléatoires, x1, x2 jusqu'à x5, par xi est égal à 1 si la ième boule est rouge, c'est-à-dire si le ième tirage résulte en une boule rouge, et il est égal à 0 si la boule obtenue dans le ième tirage est noire. xi est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre 3/7, on l'a déjà vu. La distribution de xi est définie par la structure de l'urne. Donc les 3/7, ils sont venus tout simplement à partir de ces deux chiffres qui constituent l'urne, donc 3 rouges et 4 noirs, le total c'est 7. Donc on retrouve ici 3/7 pour la boule rouge et on retrouvera 4/7 pour la boule noire. Donc cette distribution provient tout simplement de la structure de l'urne. Maintenant, si nous appelons x indice m, x1 plus x2 plus x5 sur 5, c'est-à-dire la moyenne des observations, xm est une variable aléatoire dont les valeurs possibles sont les moyennes des valeurs observées dans chaque réalisation de l'expérience. Donc, chaque fois qu'on réalise l'expérience, on aura une valeur ici, une valeur là, et ainsi de suite. Et donc, ce xm changera, ces valeurs observées vont changer d'une réalisation à une autre de l'expérience. C'est la proportion des boules rouges dans les 5 tirages. Je répète, comme je l'avais déjà dit auparavant, ce xm va nous être un numérateur divisé par 5. Le numérateur nous compte le nombre de fois qu'on a obtenu une boule rouge dans notre tirage. Parce que si on obtient une boule rouge, le x1 va être égal à 1. Si on obtient une boule noire, il va être égal à 0, donc il va se retirer. Et finalement, les 1 qu'on va retrouver ici vont nous comptabiliser le nombre de boules rouges qu'on aurait trouvé dans les 5 tirages. Divisé par 5, c'est pour tout simplement calculer leur moyenne. Donc ce xm représente la proportion des boules rouges dans les 5 tirages. Je crois que ce xm mérite un petit instant, donc on doit s'y arrêter un moment. Nous avions déjà vu que dire que x1 égale à 1 si on obtient une boule rouge et dire que x1 égale à 0 si on obtient une boule noire, c'était un codage. Et donc les chiffres n'avaient pas un intérêt particulier puisque c'est tout simplement une façon de reconnaître qu'on a obtenu une boule rouge ou qu'on a obtenu une boule noire. J'avais dit à un moment donné que ce codage ne devait pas être nécessairement 1 et 0. Il pouvait être 1 et moins 1 puisqu'après tout c'est un codage. Mais le choix de ce codage, il est pertinent dans la mesure où ce xm maintenant a une certaine signification physique. Donc le fait qu'on ait choisi 1 et 0 nous permet maintenant de retrouver que ce xm, non seulement c'est la moyenne des observations, mais c'est la proportion des boules rouges dans les 5 tirages. Donc ce choix-là, bien qu'il était arbitraire, mais il est pertinent parce que maintenant notre moyenne de ces observations a une signification, c'est une proportion. Donc, on a déjà vu
que la somme de 6xi, qui est 5 fois xm, puisque xm c'est cette somme divisée par 5, est une variable aléatoire binomiale de paramètre 5, 3/7. Et donc, pour un x qui est égal à k sur 5, k entre 0 et 5, on a la probabilité que xm égale ce x, c'est la probabilité que 5 fois xm est égal à 5 fois x, donc k. Donc la probabilité que xm égale x, c'est la probabilité que 5xm égale k. Mais comme 5xm est une variable aléatoire binomiale de paramètre 5, 3/7, cette probabilité, elle est égale à cette expression à partir tout simplement de la distribution binomiale. En remplaçant k par sa valeur, puisque k c'est 5x, nous retrouvons cette forme. Donc, nous avons pu maintenant calculer la probabilité que xm égale à une valeur x possible pour cette moyenne, qui est aussi une proportion dans ce contexte. Remarquez que pour un x qui n'a pas cette forme, parce qu'après tout, le xm, c'est cette somme divisée par 5. Pour un x qui n'est pas de la forme k sur 5, la probabilité que xm égale à x serait égale à 0. C'est impossible de trouver des valeurs de xm autres que 0 sur 5, 1 sur 5, 2 sur 5, 5 sur 5. Donc finalement, voilà, nous sommes maintenant en mesure de donner la distribution de xm. Elle est là, elle est calculable à partir de cette formule pour n'importe quel x qui est valeur possible de notre moyenne. On a donc obtenu un modèle de probabilité qui régit les variations de la moyenne et des observations, qui est aussi la proportion. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas, où le tirage se fait sans remise. Donc, chaque fois qu'on retire une boule, elle va rester en dehors de l'urne, on ne va pas la remettre. On définit yi de la même façon que xi, dans le premier cas. Donc, yi sera 1 si la ième boule est rouge et 0 si la ième boule est noire. La ième boule, ça veut dire la boule qui arrive dans le ième tirage. Yi et xi ont la même distribution. Ce sont des variables aléatoires de Bernoulli de paramètre 3/7. Donc, aucune différence entre les distributions des yi et des xi. Mais ym n'a pas la même distribution que xm. Bien que les xi individuellement et les yi ont la même distribution, les moyennes n'ont pas la même distribution. Pourquoi ça? Si nous regardons la probabilité de 5 fois ym est égale à 4, pour ym, c'est 0. Pourquoi 0? Parce que 5 fois ym, rappelez-vous, c'est la somme des yi divisée par 5. Donc si on multiplie ym par 5, on retrouve la somme des yi. Alors, la somme des yi, c'est le nombre de boules rouges obtenues dans les 5 tirages. Alors, puisqu'on ne remet pas de boules dans l'urne, est-ce qu'il est possible d'obtenir 4 boules rouges dans les 5 tirages? Non, c'est impossible, parce que de toutes les façons, on n'en a que 3 boules rouges dans l'urne. Et on ne peut pas en sortir 4, on ne pourra pas faire de miracle. Donc, c'est 0. Par contre, dans la première expérience où le travail se fait avec remise, la probabilité de 5xm, c'est égal à 4, c'est la probabilité de la somme des xi est égale à 4, mais comme la somme des xi était une binomiale de paramètre 5, 3/7, il y a une formule qui nous permet de la calculer et elle est égale à cette valeur. Donc voilà, pour la valeur 4, la probabilité que 5ym égale 4, c'est 0, mais la probabilité de 5xm est égale à 4, ce n'est pas 0, c'est un nombre qui est là, qu'on peut calculer de manière précise. Donc il y a une différence entre la distribution de xm et de ym, ils n'ont pas la même distribution. C'est très important, bien qu'on est parti d'observation xi et d'observation yi qui ont la même distribution, la moyenne des premières et la moyenne des deuxièmes n'ont pas la même distribution, comme l'indique ce cas-là. Alors, d'où vient la différence?
La différence entre ces deux distributions est due tout simplement au fait que les YI ne sont pas indépendantes, contrairement aux XI. Si, dans le premier cas de figure, c'est-à-dire quand on fait un tirage avec remise, à chaque fois qu'on retire une boule, l'urne a la même structure. Donc nous avons une certaine indépendance entre ce qui se fait à un certain niveau et ce qui s'est passé auparavant. Dans l'expérience sans remise, il n'y a pas d'indépendance parce que chaque fois qu'on retire une boule, l'urne change de structure et donc d'abord il contient une boule de moins, puis tout dépend de ce qui est sorti auparavant. Est-ce qu'il y a une boule rouge ou une boule noire? Il continue, au deuxième tirage, il va contenir 6 boules au total, mais ça pourrait être 2 boules rouges plus 4 boules noires, comme ça pourrait être 3 boules rouges et 3 boules noires, tout dépend du résultat du premier tirage. Donc, nous avons la dépendance, et c'est ça qui fait la différence. Alors, une conclusion pour cet exemple. Dans les deux cas, l'urne a la même structure, mais les deux méthodes d'échantillonnage diffèrent. Donc, le fait que l'urne a la même structure, les XI et les YI ont la même distribution, mais puisque les deux méthodes d'échantillonnage diffèrent, on ne retire pas les boules de la même façon, les moyennes n'ont pas la même distribution. Alors, cet exemple de l'urne peut être généralisé à une population d'individus dont une proportion P est atteinte d'une maladie. Donc, comme je l'avais déjà dit, le fait d'avoir une urne avec 3 boules rouges et 4 boules noires, ce n'est pas les éléments de l'urne, ce ne sont pas les boules qui nous intéressent, ce n'est pas leur nombre, c'est plutôt une population avec des proportions. Et alors, on peut donc généraliser ceci, tout simplement une population avec une proportion de malades et une proportion de non-malades. Alors, dans un échantillon aléatoire, on associe au IM individu la variable XI qui est Bernoulli de paramètre P. Donc, dans cette population, si on généralise cet exemple à une population où il y a une proportion de malades P et une proportion de non-malades automatiquement 1 sur P, nous pouvons aussi penser à un échantillon d'individus, mais aléatoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aléatoire? Je le répète pour la énième fois. Aléatoire, ça veut dire qu'il faut que dans le tirage des N individus, à chaque fois, on donne à tous les individus dans la population la même chance d'apparaître dans notre échantillon. Et alors, puisque XI est associé à un individu, c'est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre P, parce qu'encore une fois, il va valoir 1 si l'individu est atteint, il est malade, et 0 s'il ne l'est pas. Donc il y a une similitude entre les deux situations. Alors, les XI sont donc de même distribution. Elles sont aussi indépendantes. Cette notion d'indépendance, je n'ai pas arrêté de dire que ça serait ridicule de chercher à la vérifier à chaque fois de manière mathématique. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'être en mesure, avec un sentiment, avec une intuition, à travers l'expérience que nous sommes en train de manipuler, de comprendre que ce que nous avons, ce sont des choses qui sont dépendantes ou qui sont indépendantes. Alors là, du moment que nous nous sommes proposés de faire un échantillonnage aléatoire, c'est-à-dire que les individus sont pris à chaque fois par un tirage aléatoire, les valeurs observées sur un individu ne vont pas dépendre des valeurs observées sur un autre individu, et donc, de manière intuitive, nous avions cette indépendance. Bien évidemment, si on a un petit doute, on peut aller vers une certaine vérification mathématique, il est possible. Mais je ne crois pas qu'il faut systématiquement aller chercher à vérifier les choses mathématiquement, et c'est ça le point fort, si vous voulez, en statistique. La plupart des choses sont déjà anticipées par un sentiment, par une intuition, et en général, si on a le bon sens, les mathématiques nous confirment. Alors, dans la suite, on dira aussi que X1
x2, xn est un échantillon aléatoire. Donc, nous n'allons pas nous contenter tout simplement des n individus pour dire qu'on a un échantillon aléatoire. Nous pouvons aussi dire que les variables aléatoires qui leur sont associées constituent aussi un échantillon aléatoire. Donc, avant de passer ça, je veux bien m'arrêter pour, encore une fois, insister sur la signification de cet échantillon dit aléatoire. Ce sont des variables aléatoires qui sont d'abord de même distribution et qui sont indépendantes aussi. Donc, un échantillon, c'est une collection, c'est une série de variables aléatoires de même distribution et indépendantes. Donc, la somme de ces xi est une variable aléatoire binomiale NP, puisque c'est une somme de variables aléatoires de Bernoulli de paramètres P. On a déjà l'habitude de voir cette somme. On en déduit la distribution de la moyenne de cet échantillon, qui est en fait cette somme divisée par n. Donc, puisqu'on connaît la distribution du numérateur, maintenant, c'est une variable aléatoire multipliée par une constante qui est 1 sur n, on pourra obtenir la distribution de xm. Donc, la probabilité que xm est égal à une certaine valeur, c'est la probabilité que cette somme-là est égale à la valeur fois n, et on peut la déduire de la distribution de cette somme. On l'a déjà dit à maintes reprises, on a dit que si on a une certaine variable aléatoire, et si on a une autre variable aléatoire qui est fonction de celle-ci, on peut obtenir la distribution de la nouvelle à partir de l'ancienne, mais là, la situation est très simple. Alors, si je regarde l'espérance mathématique de cette variable aléatoire xm, c'est xm, elle est égale à cette somme-là. Donc, c'est l'espérance mathématique de la somme divisée par n, mais la somme, c'est une variable aléatoire binomiale, son espérance, c'est np. Et comme on divise par n, on a une simplification, on trouve p. Donc, l'espérance mathématique de la moyenne, c'est le paramètre inconnu p, qui est, dans le deuxième exemple, adapté au premier, a été appelé proportion des malades dans la population. Donc, la moyenne de l'espérance mathématique de ce xm, c'est précisément la proportion des malades. Maintenant, la variance de cette moyenne, on va en avoir besoin, mais il ne nous coûte rien maintenant de lui donner la valeur, puisque nous avons les moyens de le faire. C'est la variance de cette somme divisée par n carré, puisque nous avions toujours dit que la variance d'une variable aléatoire fois une constante, c'est la constante au carré fois la variance de la variable aléatoire. Donc ici, le 1 sur n devient 1 sur n carré, et la variance de la somme, c'est la variance encore une fois, d'une binomiale. Nous avions montré déjà que c'est n, p, facteur de 1 moins p. Divisé par le n carré qui est ici, ça nous donne p, 1 moins p sur n. Un petit mot à ce niveau-là. Si nous sommes partis de variables aléatoires qui ont été appelées xi, et qui sont des Bernoulli de paramètres p, les xi, non pas leur somme. Leur variance, c'était p facteur de 1 moins p. Maintenant, la variance de leur moyenne, c'est p facteur de 1 moins p sur n. Et c'est très important de remarquer que la variance de la moyenne, c'est la variance de chaque observation qui constitue cette moyenne divisée par n. Et on a dit que la variance, c'est une mesure de variabilité. Et alors, la moyenne varie peu par rapport à l'observation unique, puisque l'observation unique, sa variance était n fois plus grande que la variance de la moyenne. Donc, c'est bien d'aller travailler avec plusieurs observations, constituer leur moyenne, que de travailler avec une seule observation, puisque là, la variabilité avec une seule observation est beaucoup plus grande. Alors, maintenant, nous arrivons à distribution asymptotique de la moyenne d'un échantillon. Dans le paragraphe qui a précédé, à travers un certain nombre d'exemples, on a pu calculer de manière exacte la distribution de la moyenne. Et à partir de cette définition, de cette distribution, on pouvait calculer l'espérance mathématique et éventuellement la variance de cette moyenne.
il va arriver que des fois, ce genre de travail n'est pas possible pour plusieurs raisons. Soit qu'on aura beaucoup de calculs à faire, puisque il y aurait beaucoup d'observations, et donc, bien que nous avons des expressions explicites qui permettent de calculer la distribution, ça demande énormément de calculs. Ou bien, on a même des doutes au niveau de la vraie distribution des observations. Et dans ce paragraphe, nous allons avoir un remède à ça. Alors, dans une population, on prend un échantillon aléatoire de taille n pour mesurer sur chaque individu une caractéristique. Alors, je ne vais pas énumérer les valeurs observées, je passe directement à l'échantillon aléatoire, donc on note cet échantillon aléatoire y1, y2, yn, puisqu'on a convenu de parler de ceci comme étant un échantillon aléatoire. Donc, n variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Et on note aussi la moyenne de cet échantillon y indice m, et comme on l'avait fait déjà. Alors, puisque les yi ont la même distribution, bien évidemment, ils auront la même espérance mathématique, donc mu sera l'espérance de yi indépendamment de i. Même chose pour la variance, sigma carré, c'est la variance de yi indépendamment de i, puisque on a la même distribution. À ce niveau-là, je n'ai rien dit sur la distribution des yi. Comme je l'avais dit tout à l'heure, quand on était en train d'utiliser la distribution de Bernoulli sur les yi, et qui nous a permis d'arriver à la distribution de ym. Maintenant, je n'ai rien dit. Ce que je vais dire, par contre, c'est que pour n suffisamment grand, la distribution de ym est à peu près normale, mu sigma carré sur n, comme l'indique le théorème suivant. C'est un résultat miraculeux. Parce que, sans rien dire sur les distributions des observations, avec un nombre d'observations suffisamment élevé, la moyenne est à peu près une variable aléatoire normale. C'est quand même extraordinaire, mais ceci nous rappelle un petit peu, puisque la moyenne, qu'est-ce que c'est que la moyenne? C'est une fonction des observations. Donc, on prend les observations, on les rajoute ensemble, puis on les divise par le nombre total d'observations. Je crois que ce résultat nous rappelle un petit peu la structure de la lumière. Si vous voulez, le spectre de la lumière nous donne avec plusieurs couleurs, ensemble, constitue finalement la lumière blanche. Donc, c'est à peu près ça, ce qui se passe dans cette situation. Alors, voilà le théorème. Y1, Y2, Yn sont n variables aléatoires indépendantes et de même distribution. Donc, un échantillon. Alors, la distribution de Ym moins mu, sa moyenne, son espérance mathématique, divisé par sigma sur n à la puissance 1,5. Alors, sigma sur n à la puissance 1,5, c'est sigma carré sur n, le tout à la puissance 1,5. Donc, c'est l'écart type de la moyenne, puisque nous avions déjà vu que la variance de Ym, c'est sigma carré sur n. Cette variable aléatoire s'approche de la normale standard quand n croît de plus en plus. Il n'y a pas de raison de perdre le temps ici et de démontrer ceci, parce qu'après tout, c'est un résultat vrai, et le démontrer, l'essentiel pour nous, c'est de l'exploiter et de l'utiliser, parce qu'il nous donne un résultat extraordinaire. Donc, finalement, en partant de variables aléatoires indépendantes de même distribution, sans spécifier cette distribution, peu importe laquelle, la moyenne est à peu près une variable aléatoire normale. Mais si on la transforme sous cette forme-ci, nous obtenons une variable aléatoire normale standard, donc normale 0,1. Son espérance est 0 et sa variance c'est 1. On peut donc, pour n grand, utiliser l'approximation suivante. Donc, pour calculer la probabilité que Ym se trouve dans un intervalle, il suffit
de faire les transformations nécessaires pour ramener ym à ce que nous avions vu tout à l'heure, soustraire mu divisé par sigma sur racine de n à la puissance 1/2 pour finalement obtenir ici quelque chose qui est normal mu 0,1. Donc, la probabilité, elle est égale à la probabilité que z est entre ces deux valeurs numériques, a moins mu fois n à la puissance 1/2, b moins mu fois n à la puissance 1/2, et le tout divisé à chaque fois par sigma. Et alors, le z est une normale standard. Et je vous ai déjà dit que l'intérêt de se ramener à une normale standard, parce que ym, puisque z est une normale standard, yn, c'est une transformation linéaire de z, serait normale, mais pas standard. Alors, l'intérêt de se ramener à une normale standard, c'est que cette probabilité, on n'aura pas besoin de la calculer, nous l'avions tabulée. Nous avons une table qui va nous permettre de la calculer. Et donc, c'est pour ça que, bien que cette variable aléatoire est approximativement normale, on a intérêt à la standardiser, en quelque sorte, lui enlever sa moyenne, la diviser par son écart-type pour obtenir une variable aléatoire qui est approximativement normale standard et utiliser la table d'une normale standard pour trouver la valeur de cette probabilité sans faire aucun calcul. Ça a été déjà fait pour nous. Alors, remarque, l'approximation ci-dessus est valable, peu importe la distribution commune des YI. Ça, je l'ai déjà dit et je le redis parce que c'est ça la nouveauté, c'est ça l'extraordinaire dans ce résultat. Dans le cas où les YI qui constituent notre échantillon sont elles-mêmes normales, ils sont déjà normales, cette distribution de Ym, non seulement elle est approximativement normale, mais elle est exactement normale. Il n'y a aucune surprise à cela. Donc, si vous voulez, si on parle de variable aléatoire quelconque, de distribution quelconque, la moyenne est approximativement normale. Mais si les observations étaient déjà à l'origine normales, Ym, non seulement elle est approximativement normale, mais elle est exactement normale. Donc, il n'y a pas d'approximation à faire. C'est un calcul exact que nous faisons dans ce cas-là. Alors, un exemple, si Y1, Y2, Yn sont indépendantes, Bernoulli de paramètres P, alors NYM, c'est la somme des YI, qui est binomiale NP. EYM, c'est P. Tout ça, c'est des choses que nous avions déjà vues. Et variance YM, c'est P, 1 moins P sur N. Pour N grand, en général, N égale à 30, supérieur à 30. Je crois qu'il m'est déjà arrivé de vous dire que même pour une binomiale, il y a des tables, mais la table s'arrête quelque part. Il y a beaucoup de tables qui ne contiennent pas la binomiale au-delà de 25-30. Et alors, pour n égale à 30, nous allons utiliser ce théorème pour approximer la distribution de Ym. Donc, la distribution de cette somme-là, ou de la moyenne, est approximativement, pour la somme, elle est approximativement normale, Np pour mu, et Np facteur de 1 moins P pour sa variance. Et alors, si on s'intéresse plutôt à Ym, il suffit de changer le Np en P et de changer le Np facteur de 1 moins P en P facteur de 1 moins P sur N, parce qu'on a déjà vu l'espérance et la variance de la moyenne. Alors, j'avais déjà promis, quand on a commencé à parler de distribution de variables aléatoires continues, qu'on allait évoquer quelques distributions continues qui sont d'intérêt, mais nous n'allons pas les caractériser comme on l'avait fait pour la normale, par exemple, par sa fonction de densité, mais nous avons les caractérisé uniquement par leur forme, parce que c'est comme ça qu'ils se présentent dans la pratique, et il suffit de reconnaître la forme pour pouvoir dire qu'ils ont cette distribution. Alors, Y1, Y2, Yn, n variables aléatoires, toutes normales 0,1 et indépendantes, donc un échantillon, mais chacune des observations est normale 0,1. La distribution de U, qui est la somme des carrés des observations, des YI carrés, est dite du qui 2 à n degrés de liberté. Donc, on parlera de la distribution du qui 2 quand on a la somme de carrés de normale 0,1 indépendante, et le degré de liberté, c'est le nombre d'observations tout simplement qui constitue cette somme.
on en a n, donc on a n degrés de liberté. Maintenant, si au lieu de prendre la somme de carrés, on prend la somme des y moins leur moyenne et on élève au carré, on a toujours celle de v, qui est cette somme-là, est aussi du qui 2 à n moins 1 degré de liberté. Donc, la somme des carrés, c'est 1 qui 2 à n degré de liberté, mais puisqu'on enlève la moyenne, on perd 1 degré de liberté, et donc nous avons 1 qui 2 à n moins 1 degré de liberté. Donc c'est cette forme-là qui va nous permettre simplement de parler d'un qui 2 à n degré de liberté ou à n moins 1 degré de liberté, sans nous préoccuper de sa densité. Quand y1, y2, yn sont observables à travers une expérience, on note y1, y2, yn, leurs valeurs observées dans une réalisation de cette expérience. Donc ce sont les valeurs attribuées à ces yi dans une expérience. Et alors, la valeur observée de v sur n, donc la somme des yi moins ym au carré sur n, c'est la variance de l'échantillon. Ça, on l'a déjà vu auparavant. Par contre, celle de v sur n-1, si au lieu de diviser la somme des y moins y bar moins ym au carré par n-1, on parlera plutôt de la pseudo-variance et non pas de la variance. Donc la nuance entre variance et pseudo-variance, c'est que dans la variance, la somme des différences au carré est divisée par n, et dans la pseudo-variance, c'est divisé par n-1. Alors, voilà donc à quoi sert cette pseudo-variance. Si maintenant nous prenons t, qui est la racine carrée de n multiplié par la moyenne des y, divisé par la somme des y moins ym au carré, divisé par n-1, le tout élevé à la puissance n demi, donc la racine carrée de tout ça, cette forme-là, on dira que cette variatoire ayant cette forme est dite de student à n-1 degré de liberté. Il faut quand même remarquer que ceci, on l'a déjà vu, c'est la pseudo-variance dans la page qui a précédé. Et ce numérateur, c'est tout simplement une variable aléatoire normale 0,1, puisque nous connaissons déjà la distribution de yn. Donc, ce rapport-là sera dit de student à n-1 degré de liberté. Alors, pour G1, G2, Gn, n variables aléatoires, chacune normale mu sigma carré, et indépendante, on a avec y bar est égal à ym, donc on va noter y bar pour la simplicité de l'écriture à la place de la moyenne des yi. Les yi qui égale à gi moins mu divisé par sigma sont indépendantes normales 0,1. Il n'y a aucun mal pour comprendre ceci, puisque la moyenne des gi c'est mu, la variance c'est sigma carré. Si on enlève mu et on divise par sigma, le résultat c'est une variable aléatoire qui est centrée et la variance est égale à 1, donc ils sont indépendantes normales 0,1. Y bar est aussi égal à g bar moins mu sur sigma, calculé à partir des nouvelles valeurs yi exprimées en termes de gi. Et yi moins y bar, c'est gi moins g bar sur sigma. Alors, dans ce cas-là, la distribution de t, qui est égale à n à la puissance n demi g bar moins mu, divisé par la somme des gi moins g bar au carré, le tout divisé par n-1, et le dénominateur est entièrement pris à la puissance n demi, donc sa racine carrée, c'est de nouveau un student à n-1 degré de liberté. Alors, qu'est-ce qui est de nouveau ici? C'est qu'au lieu de prendre des variables aléatoires normales 0,1, nous avions généralisé ça à des variables aléatoires normales mu sigma carré. Et alors, par rapport à l'expression précédente, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ici, il y a un mu. Tout à l'heure, on ne l'avait pas. On avait ym, mais là, il y a un g bar moins mu qui est censé être un g indice m. Donc voilà, c'est la seule différence. Si on prend un mu sigma carré, il faut faire attention pour que ici il y a g bar moins mu et non pas g bar, comme dans le cas où c'est 0, 1. Donc c'est un student de nouveau à n-1 degré de liberté. Soit maintenant y11, y12, y1n, n variable aléatoire normale mu 1 sigma 1 carré. Vous remarquerez ici qu'on a le même premier indice, et y21, y22, y2m, m variable aléatoire normale mu 2 sigma carré 2, toutes indépendantes. Alors, pour caractériser ce qu'il dit ici, nous avons deux échantillons ayant chacun sa propre distribution, et les deux échantillons sont indépendants. C'est exactement ce qui résume la situation.
Je peux prendre la quantité A, qui est la somme des y, 1i, y bar 1 au carré sur n-1. C'est ce qu'on pourrait appeler la pseudo-variance du premier échantillon. B, c'est la pseudo-variance du deuxième échantillon. Si je prends le rapport F qui est égal à A divisé par sigma 1 et le tout divisé par B divisé par sigma 2. Donc nous avons un rapport A divisé par sigma 1 sur B divisé par sigma 2. Ce rapport-là, il est dit de Fisher à n-1, m-1 degré de liberté. Donc il y a un couple de degrés de liberté. Le premier se réfère à A et le deuxième se réfère à B, qui le A au numérateur et le B au dénominateur. Donc voilà, nous pouvons maintenant parler d'un Fisher à n-1, m-1 degré de liberté. Pour les différentes quantités que nous avions vues, les probabilités P, U plus grand que U, la probabilité T plus grand que T, la probabilité que F plus grand que F sont obtenues à partir des tables d'Euclide, de Student et de Fisher avec les degrés de liberté appropriés. Donc, nous avions parlé d'Euclide, nous avions parlé de distribution de Student, nous avions parlé de distribution de Fisher. Pour calculer ces probabilités pour les différentes distributions, il suffit d'aller vers une table qui se trouve aussi à la fin de pratiquement tout le livre de statistique et trouver cette probabilité. Mais pour cela, il suffit à chaque fois de connaître de quel degré de liberté il s'agit. Ici, il y a un degré de liberté qui est n ou n-1, n ou n-1 ici, mais ici, il y a un couple de degrés de liberté. Nous l'avions vu, c'est n-1, m-1. Et alors, si on a ce couple de degrés de liberté, on trouvera la distribution. Donc, pour finir, je vous demande que si vous avez besoin d'éclaircissement ou vous avez besoin d'exercices pour mieux assimiler ce cours, de tout simplement vous référer au site web